Parfait. Super. Ouais, là, ça commence à enregistrer normalement. Bonjour. Ah. J'avais coupé mon micro, désolée. Bonjour, enchantée. Bonjour, enchantée aussi. Ça va? Vous allez bien? Très bien, très bien. On a décidé de se retrouver pour répondre ensemble. Parfait, c'est super. Voilà. Très bien. Du coup, bon, on n'a pas encore commencé on est en session d'entraînement pour l'instant, donc on n'est pas live. On attend en fait la traductrice qui ne devrait pas tarder, j'espère. Donc voilà, d'ici 5 minutes, je pense qu'on pourra y aller. Okay. Non, ben voilà, on s'était un peu préparé aussi. On voulait tester la caméra, le micro, tout ça. Parfait. Bon, en tout cas, je vous vois parfaitement et je vous entends très bien aussi. Eh bien, parfait alors. Très bien. Il y a du monde? Pour l'instant, on n'a pas commencé, donc on ne sait pas. Ah, d'accord. On le saura à la fin.
Voilà. Il y a eu pas mal de gens. Pardon? Généralement, parce on a lu qu'il y avait un événement comme ça il y a 2 semaines, il y a un public. En fait, il y a 2 semaines, on a eu un problème technique. Du coup, on a commencé 20 minutes en retard. Du coup, je pense qu'on a perdu pas mal de gens sur la route. D'accord. Après, ce que je ferai, si vous êtes d'accord, c'est je mettrai la vidéo sur la bibliothèque numérique Culture Tech. Bien sûr, oui. Voilà, c'est la bibliothèque numérique des instituts et alliances françaises, qui est accessible à tous les abonnés. Voilà. Parfait. Ok. Rediffusion. Du coup, Céline, juste pour vérifier votre nom, on prononce le S, Gémis ou Gémis? Gémis, oui. Gémis, d'accord, très bien, parfait. Et Béniez, c'est ça? Et Béniez, voilà. Très bien, parfait. Vous êtes en direct de Marseille, du coup? Oui. Cool. C'est très chaud chez vous aussi? Il est chaud, ouais, très chaud aujourd'hui. Et vous, comment ça se passe? C'est complètement déconfiné? Alors, on a toujours un couvre-feu le soir de 11h à 6h, minuit à 6h du matin. Donc, on est vraiment... Enfin, ça va pour le mieux, là. Bon. Donc, ouais, on espère qu'à la rentrée de septembre, en fait, tous les cours, toutes les écoles, tout était en ligne pendant toute l'année encore. Du coup, c'est vrai que la situation, c'est un peu tendu quoi, comme ambiance, mais ça va reprendre. On croise les doigts. Et vous êtes en poste, Lola, vous êtes en poste là-bas combien de temps? Alors, en fait, je suis en contrat local. D'accord. Mon compagnon est jordanien, du coup, donc je suis venue m'installer ici, puis j'ai trouvé après le poste sur place. Voilà. Donc, je suis là indéfiniment. Ah. Donc c'est bien, c'est doux la vie jordanienne? Oui, c'est bien, ouais. C'est vrai que là, c'est vrai que ça fait 1 an et demi que j'ai pas voyagé en France, donc ça commence à me manquer un petit peu. Ouais. Ouais, mais je vais voyager à la fin du mois là, donc je suis contente. Ok. Je suis du sud aussi, du côté de Montpellier. Ok. Voilà. Donc, Hassan, tu es là? Ouais, je suis là. Mon micro, il était coupé. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on commence Sans l'interprète? Ouais. Oui. Ouais. Ouais, parce que ça commence dans 1 minute, donc on risque de les perdre. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'à l'heure jordanienne, on peut peut-être se permettre d'avoir un petit peu de quelques minutes de retard. À Marseille, c'est pareil. C'est ça, c'est la Méditerranée. On peut se donner 2-3 minutes et si ça vous va. Parfait. Il y a beaucoup de questions, hein? Vous pensez qu'on arrive à traiter tout On va voir, on s'adapte. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup aussi. Et puis, en fait, ça va dépendre aussi de vos réponses. Ok. Oui, bien sûr. Ouais. Je vais vérifier que le téléphone est coupé. On a parcouru les questions. C'est vrai qu'il y en a qui se recoupent, ou en tout cas dans nos réponses. Donc, on va essayer. Elena, du coup, qu'est-ce qu'elle… Ah oui, désolée du coup pour le malentendu. En fait, Léna, elle va animer une rencontre professionnelle donc pour les BDistes jordaniens. Vraiment sur les questions, pour qu'ils puissent discuter un petit peu sur notamment les questions d'édition au Moyen-Orient, qui sont des conditions assez difficiles pour publier ici, surtout en bande dessinée, c'est compliqué. Et puis aussi, surtout, son expérience dans un collectif. Samandal. Voilà, et un petit collectif en Jordanie, donc voilà, c'est un échange d'expérience. Voilà. Et nous, on peut avoir accès à cette rencontre-là? Oui, éventuellement, ouais, je peux. Coucou à Léna, tu pourrais écouter ce qu'elle dit. Après, ce sera en arabe, du coup. Ah oui, ce sera en arabe. Il n'y aura pas de traduction française. Ok. Ouais, parce que ça nous est difficile alors. Mais je peux quand même vous envoyer une invitation si vous voulez passer la tête. Pas la peine.
On peut la voir à Marseille, c'était juste… Ouais. C'est l'occasion. Ouais, c'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir vous inviter en vrai, sur place. Ah ouais, nous, on aurait adoré aussi. À une autre occasion, peut-être, on en discutera. Je vous poserai les questions pendant la rencontre, comme ça, vous ne vous répétez pas. Euh, Je ne sais pas si on se permet de commencer. C'est un peu ennuyeux. Et vous projetez des planches, donc… Ah bah d'ailleurs, je peux peut-être tester maintenant si je partage. Ouais. Ça, ouais. ça marche bien. Ça va, on voit bien. Oui, il me semble. Très bien. Ce qui est un peu difficile, en fait, c'est que moi, je vois plus d'image, en fait, quand je partage l'écran. Mais bon, on se débrouillera. Et donc, ouais, Céline, vous venez des arts du spectacle, c'est ça? Oui. D'accord. Et Ouais. vous, François, vous êtes graphiste à la base, c'est ça? Oui, enfin, moi, j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit, mais je pensais que pour gagner ma vie, il fallait plutôt travailler dans la communication et bon, ce qui m'a passionné aussi. Hein. Et aujourd'hui, on fait plutôt appel à moi pour du dessin, de l'illustration, des fois dans un contexte de publicité et de communication, mais je suis bien content qu'on fasse appel à moi pour du dessin. Du dessin en tant que tel, oui. Ouais. Oh, c'est cool. Super, bon, je vous propose… D'attendre 20 minutes. qu'on perde tout le monde en route. Voilà. Ouais, j'espère que on peut essayer de commencer. Hassan, est-ce que éventuellement tu peux prendre la parole et dire en arabe, parce que j'avais préparé une petite phrase, mais du coup c'était pour, si jamais il y avait la traductrice, juste dire que la traduction va arriver. En arabe? Ouais. D'accord. Ben, je vais essayer de parler en arabe. Enchantée. Oui, excusez-moi parce que j'étais en train de me préparer et écrire les questions. Donc, moi, c'est Hassan et je suis là pour accompagner Lola pendant le webinaire. C'est notre nouveau stagiaire. Bonjour Abir, ça va? C'est à côté. Il y a Hassan qui est là. C'est bon, on va. Super. Et Hassan, est-ce que tu peux me mettre en haute vite? Comme ça, je m'occupe de régler le… Bon, je vais juste faire la petite manip sur l'ordinateur à côté et pour installer la traductrice. Salut. Ouais, comme ça, je m'occupe pour la traduction. Okay. Donc, je te remets en pause. Oui, c'est Alors, si vous voulez, ce que je propose, peut-être quand François sera de retour, c'est qu'on lance le webinaire et comme ça, peut-être vous pouvez vous présenter en attendant que la traduction soit…
bureau est un peu petit. Là-haut, si tu préfères, dans tes jambes. Non. Bon, non, ça va. Ouais. Oui, oui. Bon, déjà, je vais enlever ça. Alors, je commence le webinaire. Je vais demander aux gens de patienter juste quelques minutes, le temps qu'on lance l'interprétation. Alors, Hop, retouche mèche. les 2 dernières minutes. T'as vu? Oui. Bien. Tu as fait ça toute seule? Bien. Hein. Avec mon popo. Des fois, ça part un peu. Ah oui, là-bas. Là. Et merci au fait de nous accueillir, de nous proposer ça. Merci d'être là. Comment vous avez eu connaissance de la BD? Eh ben, en fait, bizarrement, je suis complètement passée à côté pendant sa sortie. Au moment de sa sortie, pourtant, je... Pardon? Ouais, viens. Je suis branchée, en fait. Non, pas juste pour aider. Ok. Bon, désolée, j'arrive tout de suite. Est-ce que c'est Léna qui l'a mis entre nous? À un moment, il y avait la boîte à bulles qui mettait en contact avec l'Institut français de Jérusalem. Ouais. Peut-être qu'ils ont fait le lien avec l'Institut français en Jordanie. Ouais. D'ailleurs, ils ont relancé l'Institut français de Jérusalem. Ah bon? Ça n'a rien donné. Ouais, je leur ai demandé de le faire. Oui, c'est bien. Ouais. J'aimerais bien y aller. Oh ouais, grave. Oh, très bien. Tu devais voyager, hein? Non, mais histoire de pacifier les territoires. Ouais. De la poudre. Bon, alors, les questions, là, les questions. Coucou. C'est moi, Hassan. Peut-être que envoyer la photo de la femme aux chaussures jaunes. Ouais, carrément. Quelle page, ça? Je ne sais pas si elle est liée dedans. Et si elle est dans sa chambre. Et la photo elle-même, on ne l'a pas, on ne peut pas la trouver sur Internet. Si, on doit la voir. Si on tape femme aux chaussures jaunes, ça marche.
Palestine, femmes, chaussures jaunes, Palestine. Tu vas avoir des pubs pour des chaussures. Ouais. Chaussures avec le cerf. Ah ouais, j'ai mis du verre. Tu vois, pub pour des chaussures. Chaussures. Photo. C'est ça le problème. Alors. Image peut-être. Manifestante. Qu'est-ce que ça peut être? Chaussures jaunes, ouais. Ouais, gilet jaune. Ouais, pas facile à trouver. Voilà. Peut-être que je l'ai. De la documentation? J'ai tout. Tu le vois, documentation? Non. Je crois que j'ai tout nettoyé en fait. Bêtement. T'as pas archivé? Ah non. Manifestante. Ouais, bon, tant pis. Ah. C'est vrai qu'on devrait les garder, ces images. J'ai pas pensé. Je pense que je l'ai dans la documentation. Ah, déjà, on tape un peu plus juste. Bon, non, on n'a pas trouvé. On a le temps de chercher. Alors, manifestante en tailleur. Tu vois, je l'avais jamais vu cette photo, par exemple. Alors que celle-ci, oui. Ça, je l'ai dessiné, je me rappelle. Lui, je l'ai dessiné. Eux là? Ouais, je les ai Les déjà deux. dessinés en dédicace, mais c'est comme ça. D'accord. Qu'est-ce que je vais taper? Chaussures à la main. Bonjour Inès, on a un petit problème technique, comme tu peux le remarquer. Donc nous n'avons pas encore commencé. Merci d'être là. Donc on a un problème avec l'interprétation.
Le lien ne se fait pas. Vous aviez bien reçu, vous, François, Céline, le lien d'invitation? Oui. Oui. Ben, en fait, moi surtout. Oui, moi, je ne l'ai pas eu. C'est François qui C'est l'a pour eu. ça qu'on s'est D'accord. connecté avec mon invitation. C'est bizarre. Vous avez une adresse hotmail ou quelque chose comme ça? Gmail pour ma part. Et toi, c'est quoi? Moi, c'est Yahoo, mais Hmm. j'ai aussi. Ouais. Donc, c'est bizarre. Bon, ça fait 20 minutes, comme quoi. C'est... Voilà. Alors, jordanienne. Bon, je vous propose qu'on commence et puis on essaiera d'avoir l'interprétation en cours de route. Bonjour à tous. Bienvenue donc à notre rencontre des bandes dessinées, des samedis en bande dessinée. Aujourd'hui, nous accueillons donc François Béniez et Céline Degémis, donc qui sont tous les deux auteurs, scénaristes et illustrateurs de mots palestiniens, mais presque. Très bien, donc nous venons de... C'est eux. C'est eux, d'accord. Donc j'arrête votre vidéo, je mets seulement le micro. Alors il faut... De l'autre côté pour parler un peu, comme ça je vais voir. En fait, ça ne marche pas. Ouais, mais en fait, elle est connectée en tant que panéliste. Donc, c'est-à-dire qu'on l'entend et qu'on la voit. Donc, ça ne... pas faire confiance. Et si j'ouvre là, c'est encore plus beau. Ça va. On va avoir chaud. On va le mail. Comme ça, je déconnecte. En fait, je sais pas comment faire. Donc, la traductrice est là, mais... Je fais arabique. Je fais vers l'arabe, c'est ça. Je fais OK. Ah oui, ok. On entend, hein? Peut-être qu'elle saisit du texte. On entend. Ah, Alors, Aviel, il faut que normalement vous acceptiez d'être interprète. Vous devez avoir un message. Très bien, c'est parfait, ça fonctionne parfaitement. Donc avec un peu de retard, toutes nos excuses, nous commençons enfin cette rencontre bande dessinée. Donc je reprends, nous accueillons aujourd'hui donc Céline Degémis et François Béniez autour de leur bande dessinée Mots palestiniens mais presque, donc qui a été édité chez La Boîte à Bulles en 2019. Bonjour Céline, bonjour François. Bonjour. Donc, mot palestinien mais presque. Donc, c'est le récit de Mohammed qui, en Cisjordanie, pendant la première intifada, a été emprisonné alors qu'il n'avait que 13 ans. Donc, c'est comme ça que commence l'histoire. Et puis, on suit après disons, le récit de ce récit de témoignage, sa vie d'adolescent, son engagement politique, activiste, et puis son immigration en France à la fin. Céline, François, est-ce que vous pouvez... comment
Excusez-moi, comment est né le projet Mots palestiniens mais presque? Donc, c'est un projet qui est né de la rencontre avec Mo, que j'ai rencontré dans un dîner chez lui avec des amis. Et on a sympathisé et on est devenus amis. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Et puis, il m'a raconté un petit peu, il n'y avait pas du tout d'objectif d'écriture, de BD, de quoi que ce soit. Il n'y avait aucun objectif si ce n'est la rencontre amicale. Et au bout d'un moment, à force d'en savoir davantage sur sa vie, je me suis dit vraiment, il y a quelque chose à écrire. Et j'ai commencé à écrire sans qu'il le sache, en secret. Et puis, je le lui ai dit, je lui ai raconté que je faisais ça. Et il a fallu un petit peu argumenter parce que c'est un intellectuel, donc il faut tout motiver. Une fois que j'avais bien mes arguments, que j'avais bien tout motivé sur le pourquoi, sur quel était pourquoi le choix de la BD, toutes sortes de questions que vous allez nous poser aujourd'hui, il a donné son aval. Et du coup, j'ai ensuite pu me mettre en quête d'un dessinateur que voilà. Oui, on ne se connaissait pas avant. Et puis, donc Céline m'a présenté son projet de bande dessinée. Moi, j'avais déjà publié quelques pages comme ça dans un magazine, mais je n'avais pas d'album. Et ça pouvait être, enfin, je sentais que ça pouvait être l'occasion, voilà, de faire un premier album. Très bien. Et donc, c'est votre première bande dessinée à tous les deux, parce que Céline, vous venez non pas de la bande dessinée, ni de la littérature, mais des arts du spectacle. Arts du spectacle et cinéma, oui. Du coup, comment avez-vous travaillé ensemble sur ce projet? Et surtout, quelle est la place de Mohamed dans le processus de création? Alors, est-ce qu'il s'est investi une fois que qu'il a donné son aval? Comment ça s'est passé? Alors, la première phase, c'est l'écriture du scénario. Mo raconte très bien. Il est drôle, il a des références, il est percutant, pertinent, donc il donne envie sa façon de parler est déjà en soi un récit, en fait. Donc, c'est assez facile après d'écrire derrière. Donc, la première phase, c'est le scénario. Ensuite, il y a la rencontre avec François. Et là, une collaboration qui s'instaure et je vais lui laisser la parole. Moi, je dirais que j'ai reçu un scénario qui a été écrit par visiblement quelqu'un qui fait du théâtre, c'est-à-dire que c'était découpé en scènes et j'en ai tiré parti, c'est-à-dire que j'ai pu après faire mon propre découpage et décider de prendre tel élément de l'histoire pour le placer avant ou le mettre un peu après et décider peut-être du rythme. Donc, déjà sur la mise en image du récit. Très bien, parce que oui, on voit que quand même, tout de même que cette bande dessinée est découpée en chapitres, en extraits, on dirait de sa vie. Donc, vous avez après fait le choix, François, tout seul, de l'ordre Oui et non, parce que le découpage en chapitres, c'est un choix à la base dans l'écriture. Avant même qu'il y ait le dessinateur, je travaillais à un extrait de Candide de Voltaire et ça me semblait tellement, tellement proche du point de vue de ce personnage qui est traversé par toutes sortes d'histoires rocambolesques, dingues, douloureuses, que j'ai eu cette idée-là. Et voilà. Et après, le découpage à l'intérieur des scènes, après, voilà, ça rejoint ce que dit François complètement. On a décidé aussi, comme c'était notre premier album, de se retrouver de manière régulière pour échanger. On avait besoin peut-être de se rassurer l'un et l'autre de l'avancement du projet et puis aussi quand on avait des petites interventions à faire comme ça dans le récit, attention là, ce passage-là, je pense qu'il est trop long, non, cette émotion-là, faut la raconter différemment. On avait besoin d'échanger beaucoup, donc on s'est fait des petites réunions
Et puis, ça nous confortait l'un et l'autre dans nos choix. On a su se mettre d'accord. C'était très riche. Moi, l'objectif de la BD, c'était ça en fait, c'est de trouver un collaborateur, pas seulement écrire un scénario et le déposer en main à un dessinateur avec qui on échange 3 fois, quoi. L'objectif, c'était vraiment de communiquer et on a vraiment joué le jeu tous les deux là-dessus, de se rencontrer et d'échanger, de s'apporter des idées qui n'étaient pas présentes à la base, etc. Et la place de mots, la place de mots dans ce processus, elle est très ponctuelle. Bon, c'est un ami, donc on se voyait de temps en temps. Après, c'est quelqu'un de très occupé. Mais on se voyait de temps en temps. Et vers la fin de notre travail, on l'a un peu incité à mettre le nez dedans de manière plus pointue. Oui, on ne l'a pas sollicité sur l'histoire, sur la narration, mais on avait besoin de quelqu'un qui valide certaines atmosphères, certains climats ou des décors ou des choses comme ça. Et alors, il est intervenu vraiment ponctuellement. D'ailleurs, pendant la réalisation de la BD, moi, je ne l'ai pas rencontré, je l'ai rencontré qu'après. Voilà. D'accord. La première dédicace. C'est intéressant, mais du coup, oui, vous parlez des ambiances, des faits. C'est en effet une bande dessinée qui se passe dans un contexte particulier, un contexte historique, géographique. Est-ce que vous étiez, vous, personnellement, est-ce que vous étiez familier avec l'histoire du conflit? Plus ou moins, comme des Européens qui étions adolescents aussi, puisqu'on a le même âge tous les trois, hein, que ce soit Mo, François et moi, à peu près. Donc, évidemment qu'on avait suivi la première intifada quand on était ado. Donc, on avait une connaissance qui était très médiatique, en fait, mais qui n'était pas poussée, non. Oui, je dirais aussi que j'avais une vision un peu limitée du conflit. Ouais. Du coup, j'imagine que vous avez dû faire un travail important de documentation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous avez travaillé, les sources que vous avez choisies pour travailler en amont sur la bande dessinée? Ça n'a pas été facile. Non. Alors, on va découper, on va parler plutôt d'abord de l'écrit et ensuite de la recherche documentaire au niveau de banque d'images, parce que c'est deux choses qui sont… Je vais m'occuper de l'écrit, tu vas parler de la banque d'images. Alors, concernant les traces historiques, enfin la recherche documentaire historique, Mo m'avait offert un livre d'Alain Grèche qui s'appelle « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» qui était une très très bonne entrée pour s'approprier un petit peu cette histoire-là, qui était bouleversante et très, très poussée. Et après, évidemment, une recherche, une lecture en amène une autre et encore une autre. On a lu de la BD aussi, beaucoup. On a lu des BD françaises, on a lu Joe Sacco, on a lu Maximilien Leroy. Voilà, ça c'est pour la BD, mais sur la recherche documentaire, on a fait énormément de recherches. Ouais. On s'envoyait des articles, on s'envoyait des références tout le temps. Oui, des fois c'était une image qui nous faisait réagir. En fait, je disais que ça n'a pas été facile parce que d'abord, moi, je voulais pas m'imprégner justement de bandes dessinées existantes, mais plutôt me laisser porter par le récit de Céline. J'avais besoin évidemment de documentation pour retranscrire l'époque et les lieux. Et en fait, la première intifada est pas très bien documentée. Il y a peu de photos, on en trouve davantage sur la seconde. Et il faut interpréter aussi ces images-là et savoir se dire que, une ville en ruine, ça ne change pas vraiment entre les années 80 et aujourd'hui.
la végétation, voilà. Après, on n'a pas dessiné que des villes en ruine. On a présenté aussi de la vie et des choses comme ça. Et puis on faisait corriger les dessins enfin, à la toute fin, on a fait corriger les dessins par mots qui nous a dit, par exemple, la salle de classe, oh là là, mais elle est trop propre, cette salle de classe, il faut des trous dans les murs, il faut des fenêtres brisées, il faut de la pluie qui rentre dans la salle. Donc parfois, nous, on n'osait pas aller aussi loin que ce qu'on voyait. Et lui, il nous disait, mais si, c'est juste la réalité, c'est juste ça. J'avais dessiné des cellules de prison, apparemment un peu spacieuses et un peu lumineuses. Et c'est pas si confortable que ça, apparemment. Voilà. Non, mais c'est vrai que vous avez réussi vraiment à créer une ambiance particulière, notamment par l'utilisation des couleurs un peu sépia. Pourquoi avez-vous fait ce choix-là? Alors, je dirais que c'est avant tout une intuition. Je voulais travailler avec une palette de couleurs limitée pour pas placer le récit justement dans quelque chose de trop actuel. C'est-à-dire qu'un récit très, très coloré, ça aurait placé le récit dans le présent. Enfin, il y a des choses un peu faciles. On veut parler du passé, alors on le met en noir et blanc. Et puis, pour parler du présent, on le met en couleur. Et moi, je voulais que tout ça se soit un peu relié et pouvoir aussi apporter un peu de distance dans les images, parler d'évocation, mais de concret, en jouant justement avec, comme je disais, des couleurs limitées. Et puis ce jaune beige et ce noir, en fait, ça permet, quand on joue avec, d'obtenir des beiges, des marrons, du gris. C'est des couleurs de poussière, c'est des couleurs de sable. Il y a quelque chose d'un peu sec que m'évoquaient finalement les photos que j'avais pu voir ou l'idée que je me faisais du paysage. Ouais. Ouais, très bien, merci. D'ailleurs, vous avez, pour rester sur l'esthétique un petit peu, vous avez choisi des traits très simples pour dessiner vos personnages. Oui. Que j'ai regardé un petit peu ce que vous faites d'habitude, qui sont des dessins quand même avec beaucoup de détails. Pourquoi vous avez fait ce choix-là également? Alors, j'aime bien en fait faire des dessins dans des styles différents. Il peut y en avoir des très très simples, même simplistes, et d'autres plus détaillés pour rendre finalement des ambiances, parce qu'un dessin, d'après moi, il raconte plein de choses. Et c'était aussi, à mon avis, l'intérêt de la bande dessinée dans cette histoire-là, c'était de pouvoir raconter des choses qui ne sont pas forcément écrites. Voilà. Là, le traité, c'est du crayon papier, parce que je voulais quelque chose d'un peu direct, un peu et sincère. Ça me paraissait être le moyen de l'exprimer. Et puis des traits un peu simples, parce que, à mon avis, un dessin un peu chargé, justement en détail, ça aurait compliqué le récit. C'est quelque chose qui est déjà pas facile à raconter. Et le fait de simplifier quelques traits, de s'accorder aussi un peu d'espace, etc., ça rendait la chose plus lisible. Et puis, il y a le fait que comme on suit ce personnage pendant, grosso modo, un peu moins de 10 ans, si je ne me trompe pas, du coup, il fallait qu'on puisse le reconnaître à travers les années. Et on voulait que le lecteur puisse l'identifier tout le temps et que, voilà, que ce soit vraiment un repère, ce personnage-là. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a orienté un petit peu la simplicité des traits. Oui, oui, aussi. Ben oui, c'est pas facile de dessiner un personnage et de le voir se transformer. D'ailleurs, moi, j'avais un peu choisi de lui mettre un t-shirt rayé pour qu'on le reconnaisse un petit peu au long de son évolution. Enfin, voilà, il faut que tu racontes l'anecdote du t-shirt rayé. Ah oui, alors oui, c'est une anecdote, mais c'est amusant. C'est-à-dire que la bande dessinée est sortie
on découvre une photo que Mohamed nous a partagée et dans laquelle, en fait, on le voit, lui, jeune, habitant dans les décombres sous un parasol, et il se trouve qu'il a un t-shirt rayé. C'est-à-dire que la photo qui était prise et qu'on découvrait là après coup était tout à fait une des cases que j'avais dessinées, quoi. Il y avait quelque chose de… J'avais été porté par la bonne intuition. Voilà. C'est ça, en fait. Ça fait référence à cette planche-là. Donc, il est là. Et ensuite, il est là, voilà. Et ça s'est avéré vrai. Wow. Donc, ouais, pour revenir un petit peu sur la création, donc, Céline, vous avez écrit un scénario un peu, disons, théâtral. Comment c'est devenu une bande dessinée, en fait? Pourquoi vous avez choisi? Pas un scénario théâtral. J'ai fait des études de cinéma, donc c'est un scénario qui est découpé en scènes, en séquences, etc. Et où je me suis appliquée à écrire texte, off, bulles, dessin. Donc j'ai moi-même procédé à un premier découpage. Mais quelle est la question? En fait, pourquoi la BD? Pourquoi la BD, oui. Oui, alors, quand on n'a pas trop de connaissances d'un lieu, je crois, tout simplement, il y a des images qui nous sont convoquées, comme ça, qui nous affluent. Voilà, moi, je trouvais que ce que racontait Mo, c'était des images qui me venaient et qui étaient plutôt des images dessinées. Parce que je lisais beaucoup de BD, peut-être aussi de témoignages, de BD documentaires comme ça, incarnés. C'était ça qui me venait. Donc, ça m'a semblé évident de ne pas l'écrire de manière filmique, que ce soit un scénario de film, et de ne pas l'écrire de manière, que ce ne soit pas un roman non plus. Ça m'a paru évident. Et après, il y a un petit côté, manque de confiance. Et puis même, j'avais envie de partager, j'avais envie qu'on soit deux. Et je me disais, pour être deux, le meilleur moyen, c'est de faire de la BD. Au moins, il y a un dialogue avec le dessinateur dont j'avais vraiment besoin et envie. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, il me semble, pour l'utilisation de la bande dessinée, c'est que c'est du discours direct. En fait, les personnages s'expriment à la première personne. Du coup, pour un témoignage, ça a vraiment quelque chose de… Enfin, ça donne vraiment quelque chose de direct. Oui, d'ailleurs, on peut remarquer que la bande dessinée, comme vous disiez, c'est un médium qui semble privilégié pour narrer, pour témoigner, en fait, notamment des situations au Moyen-Orient. Donc, je pense à Zena Abirached qu'on a rencontré il y a 2 semaines. On a parlé de Joe Sacco. Il y a aussi des auteurs comme Philippe Scarzoni qui a fait Torture blanche. Est-ce que vous pensez que la bande dessinée peut faire office de document historique? Oui. Parce que aujourd'hui, pendant longtemps, la bande dessinée n'était pas toujours considérée. On pensait que ça s'adressait à un public d'enfants parce que c'était les illustrés, ou alors des publications plus underground ou d'avertis avec des séries. Voilà, un public averti. Et en fait, depuis maintenant une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, on voit que se développe justement un travail de journaliste et qui passe par la bande dessinée. Alors, pourquoi pas? Parce que ça permet à un personnage de s'exprimer à la première personne, mais aussi parfois pour mettre en image des situations qui sont de plus en plus complexes, qui ont des rapports politiques, des idéaux et des choses qui ne sont pas toujours faciles à mettre en mots ou en texte, et qu'une photo ne suffit pas à imager. Voilà.
Donc, à mon avis, la bande dessinée se prête bien à cet exercice-là. Ouais. Ouais. Très bien. Et est-ce que, personnellement, moi, j'ai lu comme un témoignage, donc comme un document historique, vraiment, mais qui pourrait, en tout cas, permettre d'écrire une partie de l'histoire. Mais j'imagine qu'il y a un peu de fiction également dans cette histoire. Quelle est la place de la fiction? Ben, nous-mêmes, on ne la connaît pas tellement, la place de la fiction, parce que Mo nous a raconté beaucoup de choses. Parfois, on se disait, tiens, est-ce que ça, c'est vraiment lui, ou est-ce qu'il raconte, tiens, un bout de la vie d'un autre, là? Parfois, on se posait cette question-là. Bon, parfois, j'ai osé lui poser la question directement, parfois non. Lui, il est assez attaché à ce récit. Je veux dire, ce récit, je sais que de bout en bout, c'est son histoire, mais qu'il y a des choses qui sont glissées, qui peuvent appartenir à d'autres personnes. Ça, c'est pour une partie des choses. Ensuite, nous, la part de fiction, elle est dans notre lecture de ce récit-là. C'est-à-dire que nous sommes 2 Européens, on a glissé nos propres références, notre propre regard, notre propre interprétation de ce que le personnage de tel âge peut vivre à ce moment-là, parce que parfois il n'allait pas forcément dans les détails concernant les émotions, ou il s'en tenait en une phrase. Par exemple, il disait en prison, il ne fallait pas que je pense à ma mère, mais voilà, ça s'arrêtait là. C'était une phrase, et à nous de broder autour. Donc la fiction, c'est… Dans l'interprétation qu'on a pu se faire de son témoignage, ouais. C'est aussi de la mise en scène par rapport à une phrase ou une petite anecdote. On en a fait une mini-histoire qu'on a racontée et qui nous semblait intéressante à mettre en scène. Voilà. Moi, je dirais que… Enfin, on ne l'a pas voulu comme un document historique, en fait. Non. En tout cas, l'approche qu'on avait au départ, c'était de suivre son parcours et de tenir un discours, si on peut parler de discours, en images, en mots, assez porté sur l'humain, quoi. Voilà. On suit son parcours de gamin qui devient adulte, qui fait des bêtises, qui fait des choix. Est-ce que ce sont les bons ou pas? C'est les siens. Et on a tenu à ce qu'il y ait justement un peu de distance. Alors évidemment, oui, c'est dans un contexte historique et géographique, mais ça a servi uniquement de cadre et de contrainte à notre récit. Voilà. Ce qui a guidé, ce qui a motivé au départ, c'était peut-être ce destin qui nous semblait un peu incroyable de notre point de vue d'Européens, mais… De notre point de vue d'Européens, parce qu'on est bien conscient maintenant, et au fil du temps, qu'on a eu plus connaissance de toutes ces histoires-là, qu'en fait, en Palestine, elles sont très nombreuses. Voilà, donc nous, on a été surpris par une histoire, par un témoignage, mais en réalité, ce n'est qu'une histoire parmi X là-bas. Et il y a une chose que je voulais rajouter, ça me reviendra peut-être après. Justement, peut-être que ce qui est beau dans ce témoignage, c'est l'universalité en fait de ce que vous racontez. Vous racontez, c'est un témoignage individuel, le récit de Mohammed, mais ça a une portée, je pense, très très large et plus que peut-être à toute l'histoire de la Palestine à ce moment-là. Et on a découvert un peu après coup aussi, on a fait des présentations dans des librairies et des choses comme ça, et on a découvert que l'histoire qu'on racontait autour de ce personnage que Céline a rencontré, en fait, c'était pas l'histoire de ce Mohamed-là, mais finalement de beaucoup de Palestiniens, parce que dans toutes les familles, on a quelqu'un qui est allé en prison, ou quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un qui… Donc oui, il y a une universalité et dont on n'était pas forcément conscient, en tout cas au départ. Qu'on a pris conscience au fur et à mesure qu'on travaillait. Et puis ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un récit historique, parce que le personnage interroge l'histoire. C'est-à-dire, oui, il est placé à un endroit,
d'ailleurs, il s'est formulé, hein, voilà, il est palestinien. Ici, s'il était né ailleurs, peut-être que ça se serait passé, enfin, sa vie aurait été tout autre, c'est évident. Presque. Il est palestinien, mais Il est presque. palestinien, mais presque. Mais lui, il remet tout en cause. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont être nés en Palestine et qui n'ont pas de doute avec le fait d'être arabe. Ils n'ont pas de doute avec le fait d'être musulman. Lui, il se dit, c'est pas parce que je suis né en Palestine que je suis forcément arabe et musulman. Donc, il y a cette chose qui questionne tout le temps, qui est drôle parce qu'il est, il est tout jeune, hein, il a 13 ans quand on commence le récit. Et il part de zéro connaissance sur le conflit que son territoire est en train de vivre. Il a zéro connaissance, il a un vécu, mais il n'a pas de connaissance approfondie du conflit parce que ses parents le lui taisent. Et donc, il part en quête de connaissances. Donc, c'est peut-être pour ça que ça semble historique, mais en fait, on ne suit que sa propre quête à lui. D'ailleurs, en parlant de quête de connaissances, c'est vraiment peut-être un des motifs principaux qui court vraiment tout le long du récit. Et donc, si Mohamed est devenu chercheur, je pense qu'il doit y avoir un intérêt pour ça. Donc, on a des livres, on a le livre vert, on a le livre rouge, on a le blanc. On a, cette remise en question tout le temps. Et une des questions que je me posais, c'est si on pouvait aller plus en détail sur un passage en particulier, qui est un passage où Mohamed est à l'école et il se rend compte que certaines pages des ouvrages ont été, je partage en même temps, ont été arrachées. Alors, c'est celle... J'ai perdu. Excusez-moi, je reviens en arrière. C'est la page 32. C'est celle-ci. Voilà, il y a des pages arrachées, il se pose les questions. Alors, il est dans sa cellule et il est en train de développer un esprit critique. À défaut de trouver des réponses, il se pose beaucoup de questions. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être, vous avez fait des recherches, vous avez entendu le témoignage de Mohamed, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette censure en fait? On a l'impression que c'est un livre de religion, la religion est aussi un motif qui court tout le long. Est-ce que vous avez plus d'informations à nous donner sur ce passage? Moi, j'ai lu des choses sur la censure au Moyen-Orient et en Palestine après la BD, notamment la censure dans le milieu scolaire. C'est un sujet très, très important qui est… Ouais. Ça existe dans d'autres pays aussi, ça existe encore aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a une volonté de maîtriser un petit peu l'information. Et donc, oui, il y a certains pays où ça passe par de la désinformation. Bon, là, ça nous étonne, ça nous choque un peu que ce soit une censure finalement grossière, quoi, une page arrachée. Oui, ça se voit. Ça se voit. C'est normal de se poser des questions. Si on n'avait pas imprimé du tout, la question ne se serait peut-être pas posée. Voilà, c'est aussi notre approche, quoi. En fait, c'est ça qui est surprenant. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait de la censure dans plein de pays, mais on ne savait pas qu'elle était à ce point affichée, quoi. Et puis comme il a une soif de savoir aussi, un peu dès le départ, voilà, il grandit dans une famille un peu aisée, un peu bourgeoise. Cultivée, il a accès, non pas bourgeoise. Ouais, bon, cultivé, il a accès en tout cas il est sensibilisé à la soif de connaissance et donc, c'est lui qui ouvre les livres et qui découvre ces pages arrachées. Et son père est prof d'histoire géo. Ah oui, c'est vrai. Donc, oui, certainement qu'il a quand même un petit intérêt d'emblée.
Après, la censure, on la ressent pas seulement dans les livres, on la ressent également dans tout ce qui est culturel, c'est-à-dire que ce soit les musiques, que ce soit les chanteurs, les artistes, les auteurs, voilà, voilà. Oui, c'était présenté aussi comme quelque chose d'extérieur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais quand je l'ai dessiné. C'est, il y a des pages qui ont été arrachées, on sent que quelque chose lui échappe, c'est normal qu'il se pose cette question, mais finalement, tout ça, c'est extérieur et on ne peut pas vraiment donc, y échapper et puis peut-être trouver de réponses immédiatement, quoi. D'ailleurs, on peut revenir donc sur les références culturelles que vous évoquez, Céline. Vous en glissez pas mal tout au long du récit. On a des citations en fait traduites en français de, par exemple, le poème de Samir El-Kassim qui est chanté par Marcel Khalife, Oui. ou justement des passages des poèmes de Darwish. Mahmoud Darwish. Est-ce que c'est vous qui avez apporté cet aspect-là, culturel, ou est-ce que c'est Mohamed? C'est Mo qui nous a mis sur la voie. Mais comme ça, parfois il citait des noms. Ah bah tiens, ma soeur chantait un tel. Ah bah tiens, j'avais lu. Ah tiens, j'ai été amie plus tard avec un tel. Voilà. Et puis, ça nous a intrigués, on a cherché à le retenir. On a creusé ensuite. C'est-à-dire, il ne nous a pas dit prenez ce poème apatride. Voilà. Et, ouais. Oui, on a eu envie de s'approprier ces petites citations. Peut-être que ça n'avait l'air de rien dans ces témoignages quand il se confiait à Céline, mais on s'est dit que c'était. L'expression d'un poète, d'un chanteur, ça pouvait être une manière d'avoir un peu de distance, ce qu'on cherchait à avoir aussi dans notre approche à nous, puis simplement peut-être aussi que la chanson, ça nous parle, c'est peut-être international là pour le coup, c'est plus facile de se retrouver dans ces références-là. Oui, et puis je suis en train de penser que quand j'étais sur le début de l'écriture de la BD, c'était le printemps arabe. Et il y avait foison de références voilà, à des personnalités. Et oui, ça a dû m'influencer aussi. D'ailleurs, une des autres figures culturelles que vous mettez en dessin et en texte, c'est la figure de Hamdallah. Donc, ce personnage créé par le caricaturiste Naji El Ali. Donc, on le voit aux côtés de Mohammed quand il va entrer à l'université. Qu'est-ce que ça signifie, cette image? Ils ont la même position presque. Pourquoi les avoir rapprochés comme ça à ce moment-là? Alors, donc il sort de son expérience de prison, il a la chance de rejoindre l'université avec la volonté de retrouver un parcours peut-être plus sain, ou en tout cas qui lui correspond, mais il est sorti avec des convictions, avec une certaine découverte, et on sait qu'à ce moment-là, les chansons l'accompagnent, et puis ce petit personnage qui est associé quand même à un discours politique, mais aussi un discours une envie de paix. Ce personnage-là l'accompagne. Voilà. Donc là, c'était une petite citation et ça nous paraissait intéressant de le proposer dans la même position, justement, c'est-à-dire on tourne le dos au spectateur et on est face, comment dire, à l'avenir. Là, il est face à l'avenir. C'est vrai au positif. Dans les caricatures ou dans les dessins qu'on retrouve et qui mettent en scène le Hamdallah, le personnage est toujours de dos.
et il doit faire face à l'oppression. voilà, un problème, une oppression, une situation équivoque la plupart du temps. En fait, le Handala, c'est un témoin de l'histoire dramatique De cette évolution de de la l'histoire, Palestine. Et on voulait montrer là qu'il sera toujours, lui, même s'il va vers l'université, même s'il il va vers du positif, même s'il se range, il sera toujours le témoin de l'histoire palestinienne, mais il décide de regarder ailleurs, quoi. Ce petit personnage, c'est un enfant aussi. Il est un peu dépouillé, là. Il a des vêtements pauvres. Et c'est un enfant. Et donc, peut-être que ça permet de faire le rapprochement aussi, quoi. C'est un enfant. Alors, le présenter plus grand à côté, il est devenu adulte. C'était une manière d'accompagner cette transition. Et bien qu'il ait continué ses études, surtout comme le souhaitait son père, si j'ai bien compris, Mohamed est resté engagé quand même, comme Oui, ce personnage. il est même retourné en prison, mais cette fois, c'était pas par hasard, c'est pas parce qu'il se retrouvait au mauvais endroit au mauvais moment, mais plutôt parce qu'il avait fait le choix de manifester, d'envoyer des cocktails Molotov, je crois bien. Enfin bon, il est retourné en prison. Ouais. Et aujourd'hui, il est en Palestine en ce moment. Donc, on a communiqué énormément sur les événements qui ont lieu actuellement. Il reste témoin, mais non, il n'a pas une posture engagée. Son engagement, c'est par son métier. Voilà. C'est vraiment, il défendra toujours la cause palestinienne, et pas que la cause palestinienne, d'ailleurs, il défendra la cause des pays, de plusieurs pays en difficulté, de pays qui sont vécus comme sous-développés, voilà, qui ont vraiment qui sont mis sur le côté, mais non, il n'a plus d'engagement activiste. D'accord. Et vraiment, quand on lui parle de ça, il dit, il a des mots un peu rigolos. Il ne faut vraiment pas, selon lui, déconner avec ça, parce que ça suffit, quoi, au bout d'un moment, de faire de la prison. Ouais, surtout si jeune et si tôt. D'ailleurs, dans le récit, vous alternez de manière assez exceptionnelle, je trouve, la violence, en fait, de tout ce qui est vécu, avec un humour incroyable qui rend les choses un peu légères, plus faciles peut-être à digérer. Je pensais notamment, vous avez parlé du cocktail Molotov, sur cette page, on a une violence de résistance qui est suivie par une petite case énorme. Décidément, je ne cours pas assez vite pour ces conneries. Le contraste, je trouve, se retrouve bien dans cette planche-là. Ça, c'est lui, hein. Ça, c'est son humour, voilà, c'est lui, c'est ses propos. On n'a rien inventé là-dessus. Oui, après, je dirais que le traitement de la violence, essayer de trouver un détachement coûte que coûte par rapport à cette violence qui est concrète et directe, c'est un mécanisme de sauvegarde. Et c'est possible que tout Européen qu'on est, en tout cas moi je fonctionne un peu comme ça, il y a des choses qui sont cruelles, qui sont dures dans notre quotidien, dans la vie, et il faut avoir assez de force pour s'en détacher. Et bon, parfois ça passe par alors de l'humour peut-être pas, mais au moins un sourire, quoi. Ouais, de la distance. Ouais. D'ailleurs, revenant sur le fait d'être tout européen, donc vous avez écrit quand même, j'imagine, écrit et dessiné pour un lectorat français. Est-ce que ça a changé quelque chose en fait? Est-ce que vous avez dû faire des adaptations du témoignage vers le lectorat culturel, mais aussi linguistique ou je ne sais? Ouais. Et est-ce que vous aviez des objectifs particuliers, peut-être faire mieux connaître le conflit?
Non, en fait, ce lectorat français, C'est nous. on l'a pas trop, on sait pas, on n'a pas construit la bande dessinée en se disant on vise un public ou une cible. Le lectorat, c'est nous, c'est-à-dire que on découvre cette histoire par l'intermédiaire de Mohamed et on le raconte. Enfin, on va lire l'histoire telle que. On l'intègre. Voilà, c'est ça, ouais. On la raconte telle qu'on avait besoin de la lire aussi. Voilà. Et probablement que donc, ouais, le lectorat est français, peut-être qu'il nous ressemble, mais ça n'a pas nécessité d'adaptation particulière. Voilà. Et puis, si, on s'est quand même dit qu'on ne voulait pas que ce soit un récit qui soit vécu comme un récit militant. C'est-à-dire, on voulait cibler un spectre large. Je ne sais pas qu'on voulait cibler un spectre large. C'est qu'on voulait que ce soit, que ça parle à beaucoup de gens et que ce ne soit pas, qu'il n'y ait pas une étiquette qui soit collée dessus. Et nous, on se positionnait comme ça, c'est-à-dire nous, on était sans étiquette. Et on considère d'ailleurs aussi que lui, Mo, est sans étiquette, puisque voilà, il a eu il a vécu plusieurs aventures, mais au final, il a une forme de neutralité, c'est juste un récit. Donc, on tenait à ce que ce ne soit pas politisé, à ce que ce ne soit pas… Oui, j'ai envie de mettre un bémol là-dessus. En fait, c'était notre démarche. On ne voulait pas rendre la chose, on ne voulait pas en faire un document historique, on ne voulait pas le politiser. Mais de fait, c'est vrai qu'en suivant le parcours d'un Palestinien, c'est politisé. On en a fait un document militant. En fait, on est fiers de cette bande dessinée parce que elle n'a pas, enfin, si c'est un document militant, en tout cas, elle n'a pas une approche on n'est pas dans la provocation, on n'est pas dans la revendication. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, au moins, on a réussi à maîtriser. On n'est pas dans le drame non plus. Voilà, on n'est pas dans le pathos. Voilà, on essaye d'être objectif, en fait. Oui, on sent la neutralité, hein, mais c'est vrai que le fait même de parler de cette histoire, donc la deuxième voix, la voix palestinienne qui va un peu à l'encontre de la voix officielle de l'histoire israélienne, on sent qu'il y a quand même un engagement quelque part pour faire connaître. Oui, mais l'approche, elle est avant tout humaine. On passe par la surprise, par l'émotion. Avant de s'intéresser à des faits historiques ou justement à une information officielle ou non officielle. On a d'abord, avant tout, une démarche d'humain. Très bien, merci. Et donc, une petite dernière question. Est-ce que, du coup, ça a changé, travailler sur ce projet, ça a changé votre vision de l'histoire du conflit israélo-palestinien, enfin du conflit? Alors, ça ne l'a pas changé parce qu'à la base, on avait quand même une vision qui ressemble largement à celle-ci. Ça ne l'a pas changé, mais ça lui a permis d'être, ça nous a permis de l'incarner en fait. Voilà, c'est-à-dire c'est plus quelque chose qu'on lit ou qu'on sait ou qu'on a connaissance de loin, c'est quelque chose d'incarné, donc forcément il y a une implication qui est beaucoup plus forte. Oui, en ce qui me concerne, je dirais que ça a changé les choses dans la mesure où avant de travailler sur la bande dessinée, j'avais un regard lointain, une connaissance un peu limitée. Aujourd'hui, je dirais que bon, il y a encore plein de choses à connaître, à apprendre, à distinguer, discerner, mais qu'on le veuille ou non, nous voilà un peu partie prenante, quoi. Même si c'est dans un tout petit espace, un peu, voilà.
donc en quelque sorte, ça a un peu changé, oui, notre point de vue ou notre façon d'aborder cette histoire-là. Est-ce que vous avez envie de continuer à travailler là-dessus, sur ce sujet ou sur les témoignages? Alors, beaucoup de gens nous ont demandé une suite. On a eu pas mal de lecteurs qui disaient « Oh là là, c'est vite lu, 100 pages, c'est très vite lu. » Bon, ce qui est un peu difficile pour nous, auteurs qui avons mis 5 ans à l'écrire. C'est pas vite dessiné. C'est pas bien. Non, enfin, moi, je crois que c'est pas intéressant de faire un mot 2, la suite. Non, pas forcément la suite, mais de par son travail, il y a peut-être quelque chose… oui, enfin, il y a des pistes. Enfin, ça a été formulé par Mo lui-même de dire, voilà, je vais être amené à travailler à tel endroit. Et là, ce serait peut-être intéressant de faire un volume. Moi, ce que je découvre aujourd'hui, c'est… alors, je ne suis pas persuadé qu'il faille faire une suite à ce livre, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment le livre qui est sorti il y a 2 ans continue de vivre aujourd'hui et les questions qu'elle suscite, les nouvelles questions quand on les met en lumière par rapport à des actualités récentes. Donc, ça, c'est plutôt intéressant de voir que la bande dessinée, elle est sortie, mais il y a encore quelque chose qui nous échappe ou qu'on découvre, des choses qu'on a pu dire et puis qui trouvent une connotation ou un sens différent après coup. Ça, je dirais que c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, je commence à prendre les questions du public. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à à les écrire. Désolée. Et du coup, il y a une question de Inès qui prend très bien la suite. Bonjour, quel a été l'effet de ce témoignage sur votre travail, sur votre vision de ce qui se passe au Moyen-Orient et vos futurs choix dans l'illustration, le théâtre, etc. Alors, oui, ça a une incidence, c'est vrai. Par exemple, tout de suite après la sortie de la bande dessinée, je pensais qu'il fallait, moi, pour ma part, que je travaille dans le dessin ou la bande dessinée, mais qui aborde un tout autre sujet. C'est pas que ça a été douloureux, mais ça a été un peu long. Et je voulais pas qu'on garde de mon travail de dessinateur uniquement une publication voilà, orientée ou qui concerne l'histoire de la Palestine. Donc, je voulais aborder d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on en est dépendant aujourd'hui. Céline travaille sur de nouveaux projets de bande dessinée. Et alors, qui sont politisés, ouais. Qui sont un peu politisés, qui devraient trouver leur place chez le même éditeur. Et donc, ouais, cette parution, elle a des conséquences sur notre travail aujourd'hui. Ouais. Et puis, Inès, bonjour. À la base, moi, je travaillais avec des migrants qui venaient apprendre le français et qui suivaient des cours de français langue étrangère. Donc, j'avais déjà une forte sensibilité pour ce qui se passe hors frontières de France et d'Europe. Et je pense que ça, si on est touché par ça, on ne peut jamais s'en défaire. Voilà. Merci tous les deux. Est-ce que je peux aussi éventuellement essayer de donner la parole si vous avez des questions? N'hésitez pas à me faire signe, soit dans le chat, soit dans le Q&A. NR, pardon. Très bien. Bon, écoutez, merci. Merci à vous pour l'invitation. Donc, Céline, dites-nous quand vous publiez autre chose. J'achète ça pour la médiathèque. Qui vont paraître, si tout va bien, en 2022. Et bon, on vous le souhaite.
Et du coup, la bande dessinée Mot palestinien mais presque né est disponible à la médiathèque. Je vais la mettre en salle dès aujourd'hui. Donc, Là, elle est traduite, celle-ci? c'est en français. D'accord. Et Tu crois que c'est prévu que ce c'est soit possible, traduit? enfin, je sais pas. Je crois que c'est possible sur le site en anglais, en version numérique. Ah bon? Il me semble. Il faut regarder. Je peux poser la question à l'éditeur et vous préciser ça. Très bien, ce serait super. Ouais. Ouais. D'ailleurs, vous avez des propositions pour la traduire dans d'autres langues ou... Non, alors ça a été évoqué, mais comme ça au cours d'une conversation avec Léna, qui s'intéresse justement aux publications de bandes dessinées dans ce coin-là du monde. Je parlais tout à l'heure de la vie de la bande dessinée une fois qu'elle est publiée. L'avoir traduite en arabe, ça lui donnerait encore un intérêt particulier. Ouais, je suis persuadé que ce serait passionnant de toucher un autre lectorat, justement, et de voir un petit peu ce que ça peut apporter. Super, on l'espère aussi pour que tout notre public en entier puisse la découvrir un jour. Vraiment, c'est un conseil de lecture pour ceux qui sont là. C'est vraiment génial. Vous avez fait du beau travail. Merci beaucoup. Merci. Et puis, j'espère qu'on pourra se rencontrer peut-être en vrai un jour en Jordanie. On vous invitera avec plaisir. Avec plaisir. Pour la suite. On vient avec plaisir. On vient en courant. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à tous d'avoir participé et à une prochaine rencontre peut-être l'année prochaine. Ok, merci. Au revoir.